Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club, le podcast de la société Proactive Academy. Et aujourd'hui, on va parler communication de crise avec Julien et Florian et Julien de la Frenchcom. Merci à tous les deux d'être présents avec nous. Merci donc pour à toi. ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoute après la diffusion. Sachez que ce podcast, comme vous le savez, est en live et que nous avons des gens et des habitués qui sont là pour interagir avec nous, poser des questions et participer à l'échange. La communication de crise, c'est un sujet d'actualité. On entend souvent en parler et on reçoit aujourd'hui deux spécialistes, deux experts qui sont à la tête en fait de la Frenchcom. Donc Florian, Julien, bonjour à tous les deux. Peut-être que je vais vous laisser vous présenter et m'expliquer un peu quelle est la Frenchcom et d'où ça vient, depuis quand vous faites ce métier-là. Alors, moi, je m'appelle Julien Offred, je suis le directeur général de la Frenchcom. La Frenchcom, c'est une agence de communication de crise qui a été fondée par Florian, qui est à côté de moi, en 2010. Et on accompagne, pour faire très court, les entreprises et les dirigeants dans la protection de leur réputation. Dans les moments les plus compliqués de leur vie, c'est-à-dire des moments où, au fond, l'entreprise n'est plus écoutée, n'est plus crue et n'est plus entendue par ses publics, parce qu'un élément est venu abîmer le lien de confiance qui l'unissait à ses publics. Et donc, notre enjeu principal, c'est de permettre de renouer le dialogue, comme des diplomates d'entreprise, de pouvoir être l'interface entre les sollicitations des médias ou des dirigeants ou des administrations ou des clients et cette entreprise qui souvent, au fond, traverse un moment si compliqué que plus rien n'est rationnel et tout lui paraît extrêmement compliqué, y compris de devoir s'expliquer sur ce qu'elle a fait comme entreprise ou ce qu'elle a fait comme dirigeante de cette entreprise. Donc notre enjeu, c'est aussi de convaincre les dirigeants de prendre la parole, de démystifier cet enjeu de prise de parole et les convaincre que sans cette prise de parole, il n'y aura pas de lien de confiance préservé. Super, merci pour cette présentation. Alors aujourd'hui, la communication de crise, ça peut être pour tout type de structure, hein. Ça peut être de l'administration publique, ça peut être des entreprises, des associations, des personnalités. Vous, de votre côté, vous avez une spécialité ? La Frenchcom, elle a comme spécialité la communication de crise en tant que telle et elle a comme créneau principal ce qu'on appelle la communication sous contrainte judiciaire, c'est-à-dire qu'elle accompagne des dirigeants et des organisations qui traversent des moments compliqués avec la justice. Notre enjeu, c'est de faire en sorte de pouvoir protéger l'image d'une entreprise lorsque ces dirigeants sont mis en garde à vue, sont entendus par la police, mis en examen, ou que des locaux d'une entreprise font l'objet de perquisitions, par exemple. Dans tous ces moments, vous n'êtes pas libre de dire ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle la contrainte judiciaire, puisque vous dépendez de la contrainte qui vous est imposée en termes de timing, donc sur la forme et sur le fond de ce que vous pouvez dire, puisque vous êtes contraint, par exemple, à respecter le secret de l'instruction et tout un tas d'autres choses qui ne vous permettent pas de dire exactement ce qui se passe au public, à un moment où pourtant le public a précisément envie de savoir ce qui se passe chez vous, puisque aujourd'hui, la justice est une grande communicante et donc les faits judiciaires sont des moments clés d'attention du public envers les organisations. D'accord. On va essayer en fait dans ce podcast de comprendre un petit peu les fondamentaux de la gestion de communication de crise, mais aussi on va essayer de voir
en quoi ça peut soi-même, on va dire, correspondre, c'est-à-dire comment j'applique en fait ces fondamentaux chez soi, dans ma petite boutique, dans ma petite PME, TPE, ou même en tant que manager dans une grande entreprise. Et aussi, on va essayer de traiter de cas concrets, de revenir un peu sur une bonne gestion de communication. Je recommence. Une bonne gestion de communication de crise et une mauvaise gestion de communication de crise, parce que il y a des bonnes et des mauvaises. Et Florian, pour régulièrement décrypter des gestions de communication de crise de politique, par exemple, sur plusieurs plateaux télévisés, je suis certain que vous aurez énormément d'exemples à nous proposer. Revenons un petit peu sur les fondamentaux de la gestion de communication de crise. Un des points importants, c'est qu'on peut considérer que quand la crise arrive, c'est peut-être un peu déjà trop tard. Ça doit s'anticiper, non, ce genre de choses? Alors oui, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'il y a deux modèles pour essayer d'être le plus complet possible. Il y a le modèle entre guillemets à l'anglo-saxonne où effectivement au moment même où on crée une entreprise dans le monde anglo-saxon, il y a une anticipation systématique des risques et des potentielles crises qui peuvent arriver. Le marché français, il est beaucoup moins mature. La fameuse métaphore de la maison qui brûle à la française, qui est que on attend que la maison brûle intégralement pour appeler les pompiers ou pour sortir l'extincteur. On a aujourd'hui entre guillemets deux types de clients au quotidien. On a ceux qui prennent conscience que les risques doivent être anticipés. Ils sont de plus en plus nombreux, mais ça reste une part on va dire assez relative de ceux qui nous contactent au quotidien. Et puis il y a ceux effectivement qui nous appellent au moment où la maison est déjà en feu et ils nous disent mais comment on fait? On n'arrive plus à être entendu, on n'arrive plus du tout à communiquer, on passe pour les méchants parce que dans la communication de crise, les rôles sont distribués au tout début, c'est comme dans une pièce de théâtre, vous avez le bon rôle ou le mauvais rôle, et évidemment derrière c'est très compliqué d'inverser la vapeur. Donc évidemment quand on nous appelle pour nous dire que, je sais pas, dans une usine, ils ont découvert des problèmes sanitaires et que médiatiquement, évidemment, c'est sorti dans un certain nombre de médias nationaux et de la presse quotidienne régionale, notre objectif, c'est de faire en sorte que la voix de l'entreprise soit entendue et que le récit s'impose dans les médias. C'est-à-dire que au cœur de la crise, on voit un certain nombre de médias qui, parce qu'elles n'obtiennent pas les réponses de la part de l'entreprise ou parce qu'elles n'ont pas spécifiquement envie de raconter ce que l'entreprise a à dire, écrivent un récit en fait qui est faux ou alors qui est totalement dévoyé. L'entreprise du coup se retrouve avec un récit qui est entre guillemets partiellement vrai ou partiellement faux, tout dépend comment on voit les choses. Et donc c'est à nous également de remettre un peu de raison là-dedans. On est, comme Florian le disait très justement tout à l'heure, des diplomates, c'est-à-dire que on est là pour remettre de la vérité, en tout cas de la transparence et montrer en tout cas que l'entreprise est mobilisée pour résoudre ses problèmes. Il faudrait peut-être d'ailleurs dire deux mots de ce qu'est une crise très concrètement. Une crise, c'est au fond tout événement interne et externe qui est susceptible de tellement abîmer votre réputation qu'elle remet en cause la survie même de l'entreprise. Donc une crise, c'est pas un mauvais article, par exemple, puisque un mauvais article, c'est quelque chose qui peut être embêtant pour un dirigeant d'entreprise, mais qui n'est pas susceptible de véritablement remettre en cause la survie de l'activité. Si vous dirigez une entreprise qui vendait des avertisseurs de radar, par exemple, et que demain, par la mauvaise publicité qui en est faite, la délégation interministérielle à la sécurité routière décide d'interdire la commercialisation de ces produits, alors là, vous faites face à une crise, puisqu'il y a une décision extérieure à l'entreprise qui remet en cause tout le modèle de l'entreprise. Si demain, vous avez dans votre boutique ou dans votre entreprise un salarié qui se suicide, vous avez là un événement majeur qui est susceptible à la fois de choquer l'intégralité des collaborateurs, d'abîmer le lien qui unit chacun de ces membres de l'équipe, qui est la vôtre, et puis c'est susceptible d'attirer l'attention des médias très défavorablement, et ces médias vont rapidement installer, si vous ne luttez pas contre, un récit qui racontera à quel point le climat social est mauvais dans votre entreprise, etc.
Si vous vendez, comme l'a fait par exemple il y a quelques années H&M, un t-shirt sur lequel vous mettez un enfant noir et que sous cet enfant il y a un message qui peut être interprété comme un message raciste et que vous mettez du temps à réagir comme Zara l'a fait, c'est-à-dire plusieurs jours avant que la marque explique pourquoi c'est une erreur d'avoir commercialisé ce t-shirt, eh bien, vous êtes susceptible d'entraîner des mobilisations très fortes d'activistes et de militants contre le racisme et les discriminations raciales, contre votre marque, et donc à la fois de subir des appels au boycott, des pétitions, de devoir subir des procès, bref, vous allez subir tout ce qui est susceptible d'entraver votre développement, votre réputation et donc l'efficacité de l'énergie que vous mettez en tant que dirigeant de votre entreprise. Lorsque, et j'en termine là, vous vous appelez Pôle emploi et que vous faites une grande campagne pour vous féliciter du fait que vous êtes l'entreprise préférée des Français, alors que vous vous adressez massivement à des gens qui cherchent un emploi, eh bien, vous commettez là évidemment une erreur d'analyse, évidemment là une mauvaise campagne de communication publique et si vous n'êtes pas capable très vite de le faire, et Pôle emploi n'a pas été capable de le faire suffisamment rapidement, d'adresser un message à tous disant que vous reconnaissez cette erreur, que c'est inapproprié et que ça n'était pas le sens du message que vous vouliez diffuser, eh bien vous abîmez là aussi durablement votre image auprès des gens que vous accompagnez. Donc là, on était sur des exemples, on reviendra dessus tout à l'heure. Vous avez parlé en fait de deux façons de réagir, une façon à la française et une façon à l'anglo-saxonne. Revenons sur la version anglo-saxonne. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir si on veut anticiper et imaginer demain la gestion d'une crise? Il faut peut-être brainstormer sur qu'est-ce qui pourrait arriver en interne et j'imagine avoir des outils prêts pour intervenir. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de mesures à mettre en place dans ce qu'on appelle l'anticipation des risques et l'anticipation de la crise. C'est d'ailleurs pour ça que dans le monde anglo-saxon, c'est arrivé en France ensuite, le poste de risk manager a été mis en place assez rapidement, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que on anticipe tous les risques. Avant même, j'exagère souvent quand je dis ça, mais souvent avant même de déposer les statuts de l'entreprise, le premier poste quasiment c'est le poste de risk manager. On anticipe absolument les risques dans le monde anglo-saxon. L'idée c'est d'avoir les messages prêts en fonction des typologies de risques. C'est d'avoir préparé entre guillemets, pour te donner des exemples vraiment concrets, c'est de préparer la standardiste à recevoir des appels médiatiques, des appels de journalistes sur des sujets extrêmement sensibles. C'est d'avoir préparé les dirigeants à les médias traînés, c'est d'avoir préparé les dirigeants dans les réponses, dans leur manière de répondre aux journalistes. Il y a toute une série de mesures qui sont extrêmement importantes et qui peuvent être anticipées en amont pour éviter que au moment de la crise, la plupart du temps, une crise peut être résolue de manière très rapide. C'est la rapidité qui fait qu'on va résoudre une crise évidemment rapidement et que ça ne va pas prendre une ampleur ou que l'ampleur ne va pas grandir et que la crise va rapidement être désamorcée. Il y a toute une série de mesures qui sont extrêmement importantes et les dirigeants dans le monde anglo-saxon sont extrêmement matures sur cette question. En France, c'est moins le cas, même si c'est de plus en plus le cas, puisqu'on voit bien que depuis 10 ans, et je dirais même depuis 5 ans, on voit bien que les crises, en fait, il n'y a plus une seule journée où il n'y a pas des crises extrêmement importantes. Alors, des crises d'entreprise, bien sûr, mais des crises de toutes sortes, bien sûr, des crises géopolitiques, des crises environnementales, des crises sanitaires. On l'a bien vu sur les 2 dernières années et demie avec le Covid. Tous ces sujets-là sont des sujets extrêmement importants. Les pouvoirs publics on aurait pu penser que les pouvoirs publics étaient rompus à cette gestion des risques et gestion de crise. On l'a vu avec le Covid, mais pas qu'en France. L'intégralité des pouvoirs publics dans le monde ont
ont été évidemment pris de court par cette crise sanitaire. La gestion des risques, c'est quelque chose qui se prépare, qui se travaille. Ça ne s'improvise pas. On ne peut pas s'improviser. On peut pas s'improviser gestionnaire de crise, même si au fond c'est beaucoup de bon sens, mais ça se prépare essentiellement et ça se prépare vraiment en amont. Et ça se prépare très concrètement en faisant une analyse des risques et on la matérialise par une cartographie des risques liés à l'activité de l'entreprise. Si vous fabriquez des produits chimiques, vous savez que vous allez potentiellement devoir avoir affaire à des incendies, que vous allez peut-être causer des pollutions du cours d'eau local. Bref, vous essayez de comprendre et d'identifier les risques qui sont liés à votre activité. Et puis, en fonction des risques que vous avez identifiés, eh bien, vous y apportez des réponses. Et ces réponses théoriques, on les teste concrètement à travers la préparation d'exercices de crise grandeur nature. On le fait autant pour des acteurs publics que pour des acteurs privés. Vous savez que, par exemple, les préfectures s'entraînent très concrètement à devoir faire face à des évacuations de villes côtières s'il y a des vagues submersives. Eh bien, les acteurs privés dans le nucléaire s'entraînent à procéder à des évacuations de villes si demain, eh bien, un réacteur entrait en fusion, par exemple. Bref, quel que soit l'acteur et quelle que soit sa taille, on s'adapte au fond aux réalités de son activité et des contraintes qui peuvent s'imposer à lui pour essayer de déterminer les scénarios les plus courants du point de vue de la crise, les scénarios qui sont susceptibles d'abîmer son image, sa réputation et de créer le scandale médiatique et numérique que l'on connaît tous. On vit une période où chacun de nous a des émotions qui peuvent être exacerbées rapidement et d'ailleurs les réseaux sociaux et le tout info contribuent largement à cette exacerbation des émotions et c'est une contrainte que l'on prend en compte dans la façon dont on construit cette cartographie des risques et ces exercices de préparation à la gestion de crise pour, au fond, tenter d'apaiser les réactions exacerbées qui s'exprimeraient face à des épisodes anormaux de la vie de l'entreprise. Très bien, donc là on parle souvent de grandes entreprises, on parle de collectivités territoriales, on parle de l'État. On pourrait se dire en tant que petit chef d'entreprise de PME, TPE, en fait, bon, ça nous concerne pas, en fait. Enfin, personne ne va s'attaquer à ma boutique ou à ma petite entreprise. Enfin, on se trompe en disant ça. Oui, on se trompe évidemment. On se trompe parce qu'au fond, d'ailleurs, j'entends souvent le contraire. J'entendais encore il y a quelques jours un journaliste me dire, mais au fond, certaines entreprises sont suffisamment grandes pour ne pas craindre la crise. Eh bien ici, c'est l'inverse. La réponse à cette question, c'est que il n'y a pas de taille critique pour commencer à subir la crise. C'est-à-dire que quelle que soit sa taille, on peut subir une crise qui du jour au lendemain balaie complètement l'activité, votre activité et l'entreprise que vous avez créée. Si demain vous êtes accusé d'agression sexuelle par une collaboratrice, ça a beaucoup été le cas avec le mouvement Balance ton port. Si demain vous êtes accusé d'avoir tenu des propos racistes, y compris en dehors de l'entreprise que vous dirigez, eh bien vous êtes susceptible de faire fuir vos collaborateurs, de ne plus avoir le même attrait en termes d'attractivité de marque employeur. Vous êtes susceptible de faire fuir vos investisseurs et vos banquiers qui ne vous prêteront plus parce que aujourd'hui l'un des critères clés des banques pour prêter aux entreprises, quelle que soit leur taille, c'est le risque réputationnel. Et donc, cette capacité, au fond, à ne pas être éclaboussé en prêtant de l'argent à un acteur qui, demain, pourra subir un scandale. Et puis, lorsque vous avez eu des mauvaises pratiques, y compris des pratiques qui sont pas directement liées à votre business en tant que chef d'entreprise, eh bien, vous pouvez avoir des boycotts, des pétitions, bref, tous ces mouvements de mobilisation de l'entreprise. Si on vous voit jeter par terre quelque chose, que ça indigne une partie de la population qui considère que c'est révélateur de vos valeurs et de ce qu'est vraiment l'entreprise que vous dirigez, y compris quand ça n'a pas de lien direct, eh bien, vous êtes susceptible d'avoir à affronter ces mouvements de contestation, légitimes ou non d'ailleurs, d'une partie de l'opinion contre votre entreprise qui va voir son chiffre d'affaires baisser et sa réputation abîmée à un moment, et j'en termine là, où la réputation est le premier critère de valorisation d'une entreprise, c'est-à-dire que la bonne image de votre entreprise, que souvent dans les petites entreprises d'ailleurs est incarnée directement par son chef d'entreprise, eh bien c'est le premier critère de valorisation, c'est-à-dire que la réputation, c'est ce qui fait la valeur première de votre entreprise devant les résultats financiers.
Très bien. N'hésitez pas à intervenir pour ceux qui sont en live avec nous si vous avez des questions ou des remarques. On oublie souvent aussi, on parle souvent de crise liée aux médias, voilà, il y a un fait, etc. Mais moi, il y a une émission qui marche très bien sur RTL, il me semble, de Monsieur Courbet, où souvent des entreprises ont offert à ces journalistes et à juristes pour gérer des problèmes liés à des accords ou des difficultés de l'opposition. C'est aussi ça va s'anticiper parce qu'on peut avoir aussi des journalistes qui essayent d'aider en fait certains de vos clients pour lesquels vous êtes en conflit. Bien sûr, mais le journaliste n'est pas l'ennemi de l'organisation. Au contraire, on rappelle, nous, tous les jours à nos clients que le journaliste est un médiateur naturel de l'information et qu'il contribue à la diffusion des messages de l'entreprise et donc au mécanisme de formation de l'opinion publique. Si vous voulez persuader quelqu'un que vous êtes une entreprise séduisante, c'est d'abord par les journalistes et les influenceurs sur les réseaux sociaux que vous allez pouvoir le faire. Il y a donc des journalistes qui contribuent à faire naître des crises, mais il y a aussi des journalistes qui contribuent à éteindre ces crises. L'émission que vous évoquez, comme ça peut vous arriver, etc., ce sont au fond des émissions qui tentent de faire la médiation entre des Français qui vivent une situation qu'ils jugent inacceptable et des entreprises qui souvent se réfugient dans le silence. Ce silence faisant d'elles des présumés coupables, alors même que au fond, il devrait toujours y avoir cette présomption d'innocence qui pèse sur les entreprises et sur les chefs d'entreprise. Mais on a aujourd'hui une présomption de culpabilité qui est inversée, c'est-à-dire que l'entreprise qui se tait, qui ne répond pas à son client, eh bien, est susceptible d'être perçue comme ayant quelque chose à cacher par ce même public qui va donc ne plus hésiter à faire du bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux pour tenter de faire bouger une situation qu'il juge inacceptable en sa faveur. C'est la même chose avec les médias, c'est la même chose avec les réseaux sociaux qui peuvent être à la fois des atouts et des handicaps dans la gestion de la réputation d'une entreprise en crise. Mais souvent, une crise... Souvent, la crise ne naît pas de nulle part, c'est-à-dire que quand les gens sont à ce point exaspérés qu'ils finissent par solliciter un journaliste pour tenter de contraindre une entreprise à changer de comportement ou à lui apporter les éléments de réponse, c'est sans doute qu'à la base, il y a une difficulté de la part de l'entreprise elle-même dans la façon dont elle a géré sa réclamation client ou l'attente du client. La crise, c'est souvent comme une histoire d'amour déçu. Il y a d'abord un sentiment de trahison qu'il faut gérer. Il faut réussir, et c'est notre job au quotidien, à apaiser les tensions qui s'expriment légitimement dans la crise. Très bien. Ça fait plusieurs années maintenant que vous faites ce métier. Est-ce que vous avez vu une évolution de la gestion de crise avec l'arrivée, bien sûr, des réseaux sociaux, des médias, du tout média, etc., par rapport à ce qu'on pouvait connaître au début des années 2000 ? Oui. Plusieurs mécanismes différents se sont croisés et ont fait évoluer cet environnement de l'information dans lequel la communication des entreprises évolue. D'abord, la multiplication des réseaux sociaux et des nouveaux médias ont entraîné une multiplication de supports et donc une multiplication des sollicitations médiatiques entrantes dans les entreprises. Et ça, c'est un défi permanent pour les entreprises que d'arriver à gérer une multiplicité de sollicitations qui ont chacune leur propre exigences et leurs propres contraintes. On ne parle pas de la même façon à Brut et au Figaro, comme on ne parlera pas de la même façon à la télévision ou à la radio. Mais il y a en plus de cela des chaînes d'information en continu qui diffusent de manière constante des cycles d'information qui peuvent durablement abîmer l'image d'une entreprise et de ses dirigeants. Et vous ajoutez à cela des mécanismes liés à la présence multiple d'influenceurs qui ne respectent pas la législation sur la publicité ou qui ne respectent aucune des règles déontologiques des journalistes traditionnels ou des médias, et vous arrivez à des risques qui sont tout à fait exacerbés pour l'image des entreprises et de leurs dirigeants. Donc oui, les choses changent parce que les supports sont de plus en plus nombreux, parce que les risques sont de plus en plus nombreux et parce que la capacité des Français d'attention est de plus en plus faible. Au fond, il y a une concurrence de plus en plus grande
pour capter l'attention des Français. Et donc, l'enjeu du communicant de crise, c'est aussi, au-delà d'apaiser la situation de crise qui s'exprime, de réussir à capter l'attention des Français pour leur envoyer le message le plus pertinent, capable de les rassurer sur le lien qui les unissait avec l'entreprise concernée. Pour vous donner un exemple très concret et pour faire très bref, si demain, l'entreprise de conserve bio que vous consommez habituellement parce que vous pensez que c'est un produit sain, eh bien vous découvrez que il y a une infection de parasites quelconques et que, au fond, l'entreprise n'a pas pris les mesures nécessaires pour vous garantir la sécurité alimentaire et que vous avez fait consommer à votre enfant ces produits en pensant qu'ils étaient sains. Et d'ailleurs, vous les avez payés plus cher parce que vous pensiez qu'il y avait cette plus-value bio et que c'était très healthy. Eh bien, vous allez vous sentir trahi, vous allez vous dire que l'entreprise n'a pas tout mis en œuvre pour vous apporter la qualité du produit que vous attendiez. Et vous allez vous dire que vous avez été trahi par les promesses marketing de cette entreprise et que vous avez peut-être mis en danger la vie de vos enfants en leur faisant consommer ce produit-là. Et donc, notre enjeu ici, c'est par exemple de faire en sorte que l'entreprise explique ce qu'elle a mis en œuvre pour que le scénario de crise en question n'arrive plus, pour que les clients continuent à lui faire confiance malgré cet épisode compliqué. Et il n'y a pas d'activité humaine sans risque, et j'en termine là. Concrètement, même si demain vous prenez toutes les précautions pour traverser sur les passages cloutés au feu vert pour vous, eh bien vous pouvez quand même vous faire renversé par un véhicule dont le conducteur n'aura pas pu s'arrêter au feu rouge pour lui parce qu'il aura fait un AVC. Et donc, même si vous prenez, c'est pareil pour un entrepreneur, même si vous prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter que les principaux risques liés à votre activité ne se réalisent, il peut quand même y avoir des scénarios de crise qui se produisent et qui vous surprennent et qui vous tétanisent même d'ailleurs. Et donc, notre rôle, c'est d'accompagner ces entreprises dans ces moments compliqués. D'accord, super. Il y a Philippe qui dit qu'il est important de savoir qui jouera quel rôle et qui sera habilité à communiquer, car à défaut d'une parole donc habilitée, validée, un journaliste trouvera toujours quelqu'un dans l'entreprise qui aura quelque chose à dire, mais de façon non maîtrisée. Philippe a raison parce que au fond, de très nombreuses crises sont nées d'une parole diffusée dans les médias ou sur les réseaux sociaux non maîtrisée. C'est-à-dire que de très nombreuses crises sont nées ou ont été aggravées par la prise de parole de porte-parole qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas médiatraînés, qui ne savaient pas quoi dire ou qui ont pris la parole dans des conditions qui leur étaient très défavorables. C'est pour cela qu'on établit des scénarios de crise, que dans ces scénarios de crise, il y a une cellule de crise qui est habilitée à parler, qui est formée et qui sait quoi dire dans les principaux scénarios de crise. Pour vous donner des exemples très concrets, si en tant qu'entrepreneur, vous faites face à une mobilisation sociale de vos collaborateurs qui ont des revendications salariales, qui appellent la presse pour faire pression et pour faire un chantage à la réputation contre votre entreprise, vous allez devoir prendre la parole parce que si vous ne prenez pas la parole, vous allez laisser la parole à vos anciens salariés malveillants ou revanchards, vous allez laisser la parole aux principaux syndicats grévistes qui auront intérêt à faire monter la mayonnaise à votre détriment tout en écornant votre image et celle de votre entreprise. Donc, ce qui est dit est très important, c'est-à-dire, il ne faut pas laisser la parole aux partis adverses, sinon leur message s'impose à votre détriment et souvent au détriment de la réalité de ce que vous vivez. Et il faut aussi toujours former l'entreprise et expliquer à vos collaborateurs qui doit parler dans quelles conditions. C'est pareil sur les réseaux sociaux, il faut ne pas hésiter à expliquer à vos collaborateurs ce qu'ils ont le droit de filmer dans l'entreprise, ce qu'ils ont le droit de dire. Est-ce que, par exemple, votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, vous autorisez votre collaboratrice à raconter un épisode malaisant qu'elle a trouvé drôle avec l'une de vos clientes ? Ça, tous ces scénarios qui peuvent faire partie de la vie quotidienne de chacun d'entre nous, on peut avoir envie de faire partager une anecdote et pourtant, en tant que chef d'entreprise, on peut ne pas vouloir que cette anecdote sorte de l'entreprise, puisque si votre client découvre que vos collaborateurs ont diffusé cette anecdote à son détriment, il peut durablement s'éloigner de votre entreprise. Donc voilà, oui, c'est important de définir les rôles, de définir les rôles au sein de l'entreprise, de savoir ce qu'on a à dire, dans quelles conditions et qui peut le porter, ce message. Je rajouterais juste une chose, c'est que ça a été
Florian a dit est très intéressant pour la simple et bonne raison que si le porte-parole de votre entreprise doit réagir dans le cas d'une crise, c'est très différent si c'est le directeur général qui prend la parole ou si c'est l'assistante comptable. Enfin, j'exagère volontairement, mais si vous mettez le directeur général en avant pour porter la parole de l'entreprise dans le cas d'une crise, on va prendre conscience que vous prenez à bras-le-corps le sujet et que vous le prenez au sérieux. En revanche, si vous envoyez l'assistante comptable qui ne connaît pas le sujet, qui n'est pas l'un des visages de l'entreprise et qui n'est pas formé d'ailleurs pour parler ou pour porter la parole, on va considérer que vous sous-estimez la crise et donc forcément vous l'amplifiez, tout simplement. Si Julien prend l'exemple de l'assistante comptable, c'est parce que on va vous révéler qu'un client très important qui ne voulait pas assumer la responsabilité en termes de réputation des faits qui lui étaient reprochés dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, a tenté de désigner son assistante comptable comme porte-parole de l'entreprise pour mieux qu'elle endosse, elle, qui était une femme intelligente, cultivée et courageuse, la responsabilité de la crise pour laquelle elle n'avait strictement rien à voir. Et la plupart des dirigeants du comité de direction et du comité exécutif se sont au fond écartés lorsqu'il a fallu désigner un porte-parole. Et donc, il y a aussi dans les crises parfois des phénomènes de lâcheté que les gestionnaires de crise doivent gérer. Et donc, on doit aussi, nous, parfois se battre avec nos clients pour les convaincre de prendre la parole au plus haut niveau pour montrer que l'entreprise est mobilisée face aux accusations dont elle fait l'objet et qu'elle assume les responsabilités qui sont légitimement les siennes. D'accord, c'est super. J'ai plein de questions qui me viennent. On a vu tout à l'heure l'anticipation. Maintenant, parlons du fait où la crise vient de tomber. Il y a le Canard enchaîné qui a dévoilé quelque chose sur moi dans le cadre un d'entre nous. Et la crise commence. Ça ensuite c'est récupéré par les journalistes et par les réseaux sociaux. Voilà, comment je dois réagir? Par rapport à ça, est-ce que entre guillemets, il faut toujours dire la vérité parce que, on pourrait aussi vous faire le reproche, en fait, d'aider des entreprises qui, entre guillemets, sont coupables. On doit souvent vous faire ce genre de procès. Et voilà, c'est comment je réagis. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que on se fait pas inviter facilement comme ça non plus sur un plateau télévisé. Enfin, il y a quand même des choses qui doivent, entre guillemets, être mises en place tout de suite. Voilà, comment on doit réagir? Alors, sur la question de la vérité, c'est une question philosophique absolument passionnante. D'abord, moi, je ne suis ni juge ni procureur et donc je ne suis pas là pour juger mes clients. En revanche, il y a une règle essentielle, incontournable, et on refuse tous les jours d'accompagner des entreprises qui ne se soumettent pas au respect de cette règle, c'est de dire la vérité. On est absolument convaincu à la Frenchcom qu'une entreprise qui ne dit pas la vérité, c'est une entreprise qui se met encore plus gravement en danger que ce qu'elle ne l'était lorsque la crise a démarré. Aujourd'hui, tout se sait et tout finit par se savoir. Et donc, ne pas dire la vérité, c'est prendre le risque d'être démasqué très vite et donc de voir sa réputation et son image écorner encore davantage que ce qu'elle ne l'est avec cette crise. Comment on prend la parole? On prend la parole selon le respect de quelques règles très pratiques. D'abord, la transparence. Ensuite l'empathie et ensuite la mobilisation. Je vous dis deux mots de chacun de ces critères très précis qui doivent guider vos prises de parole si vous aviez à traverser une crise demain. La transparence, ça ne signifie pas qu'une entreprise doit tout dire, mais ça signifie évidemment qu'elle ne doit pas mentir. Mais mes clients, ils se retrouvent souvent pris en étau entre par exemple, sur le marché de la défense nationale, ils doivent respecter le secret de la défense, qui est un secret qui s'impose à eux. Il y a des tas d'activités très concurrentielles où les entreprises doivent respecter tout ce qui est lié à leurs brevets, qui sont secrets, au respect de la propriété intellectuelle, etc. Mais
Donc, une entreprise, ça n'est pas une maison de verre. Une entreprise, ça a nécessairement des secrets. Mais ça n'est pas mal d'avoir des secrets, ça n'est pas mauvais. Ce n'est pas le signe d'une malveillance particulière et ça ne vous rend pas coupable de quoi que ce soit. Mais ça peut vous empêcher de tout dire. Tesla, par exemple, a beaucoup subi une difficulté qui est que ses concurrents avaient tout intérêt à pousser Tesla à révéler l'algorithme de son autopilote. Et souvent, les concurrents ont mis en scène un certain nombre d'accidents pour que Tesla soit contrainte de révéler quel était l'algorithme d'intelligence artificielle qui permettait le fonctionnement de son autopilote. Mais l'autopilote, c'est ce qui fait une force de Tesla, c'est déposé, c'est un secret de fabrication. Et donc, Tesla devait prendre la parole pour expliquer comment elle mettait tout en œuvre pour éviter les accidents de la route, tout en ne dévoilant pas le secret qui fait sa force et qui fait sa plus-value concurrentielle sur le marché de l'automobile avec cet autopilote. Eh bien, c'est pareil pour Coca-Cola. Vous n'avez pas besoin, pour faire confiance à Coca-Cola, de connaître la recette précise du Coca-Cola, qui est son secret de fabrication. Et donc, le secret, ça n'est pas antinomique avec la transparence. Si une entreprise peut garder ses secrets et ne doit pas mentir, elle doit en revanche être transparente avec ses clients, c'est-à-dire reconnaître les moments où elle peut avoir failli et où elle peut avoir fait face à une situation qui l'a dépassée. L'empathie, ensuite, trop d'entreprises apparaissent comme méprisantes ou arrogantes à l'égard des interpellations dont elles font part sur les réseaux sociaux et dont elles font l'objet, sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et donc, il ne faut pas être arrogant et méprisant à l'égard des questions des journalistes ou des internautes sur une situation difficile que vous traversez. Beaucoup d'entrepreneurs me disent « mais je n'ai pas de compte à leur rendre, je me suis construit tout seul, je ne vois pas pourquoi ces influenceurs, ces internautes, ces clients ou ces journalistes se comportent comme des procureurs ». Eh bien, il ne faut pas avoir cette attitude, il faut considérer au contraire que toutes ces questions sont l'occasion pour vous de réaffirmer vos valeurs, de redire quels sont vos atouts pour en faire un levier de visibilité positif et transformer cette crise en une opportunité médiatique et numérique. Et donc, il faut prendre en compte le fait que l'émotion qui s'exprime nécessairement dans une crise, c'est aussi un paramètre à gérer. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum d'empathie. Et puis, enfin, le dernier point, c'est la mobilisation. L'opinion publique, vos clients, vos investisseurs, l'administration vous pardonnera toujours d'avoir eu à traverser une crise qui vous a dépassé, c'est-à-dire de ne pas avoir tout parfaitement maîtrisé dans votre entreprise. Mais ce qu'on ne vous pardonnera pas du point de vue de l'opinion publique, c'est de ne pas avoir tout mis en œuvre pour empêcher la réalisation d'un risque dont vous avez connaissance. Ce qui a coûté cher à Lactalis, c'est pas qu'il y ait eu une contamination de ce lait infantile. C'est que Lactalis a acheté très peu cher des locaux immobiliers de son usine de production alors qu'elle savait qu'il y avait déjà eu des contaminations. C'est d'ailleurs pour cela que ces locaux ne valaient pas cher et les clients ont fini par se dire que Lactalis avait mis en danger la santé de leurs nourrissons pour faire une plus-value immobilière et pour, au fond, ne pas réussir véritablement, et de ne pas avoir réussi à mettre les moyens ou ne pas avoir voulu mettre les moyens qui permettaient la décontamination totale de ce site. Donc voilà, au fond, si vous êtes transparent, empathique et que vous montrez que vous avez tout mis en œuvre pour éviter la réalisation du risque et que vous êtes capable d'en tirer des leçons très concrètes par la suite, eh bien, vous êtes en principe capable de fermer le chapitre de la crise et de reprendre le cours de votre activité normale. Et ça, c'est notre objectif principal, permettre à l'entreprise de revivre normalement, de pouvoir reprendre son rythme de croisière habituel et de ne pas être envahi par des tags sur sa vitrine, de ne pas voir ses collaborateurs concrètement agressés au quotidien à la caisse, de ne pas voir son image abîmée par des tas de commentaires négatifs dès qu'elle publie quelque chose sur les réseaux sociaux, etc. Super, très intéressant. Tout à l'heure, vous disiez que il y avait des médias qui étaient là pour chercher les crises et les mettre en place. Et vous avez aussi des journalistes qui étaient là pour calmer les crises. C'est-à-dire qu'il y a des médias où on peut facilement s'exprimer et expliquer, échanger. C'est un peu du style touche pas à mon poste, pardon, TPMP, ou c'est d'autres types de médias. Alors, je sais parce que, je parle de TPMP parce qu'il y a souvent c'est un plateau où régulièrement on a la possibilité de s'exprimer par rapport à une crise. Alors c'est souvent destiné
on va dire, à des personnalités, mais pas uniquement. On a vu souvent des influenceurs être en difficulté sur Internet et on leur a laissé, on va dire, la tribune. Il y a ce média-là, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Moi, je crois que lorsque vous traversez une crise, il faut aller dans le média qui colle le plus au message que vous voulez envoyer et au public que vous voulez convaincre. TPMP, c'est un format extrêmement intéressant et disruptif qui est d'ailleurs beaucoup attaqué parce qu'on considère que Cyril Hanouna, notamment, laisse trop parler les gens qui l'invitent sans les interrompre, sans les contredire, sans les challenger suffisamment. Et donc, ça lui est régulièrement reproché. Moi, je trouve que Cyril Hanouna, c'est un format qui est extrêmement intéressant parce qu'il vous laisse le temps de dire ce que vous avez à dire comme vous voulez le dire. Et donc, ça fait partie des formats extrêmement intéressants pour diffuser un message lorsque vous avez eu à subir une pression médiatique ou une pression numérique très forte et que vous avez du mal à imposer un message face à tous les messages concurrents ou à toutes les interpellations qui s'expriment contre votre entreprise et contre vous. Mais il y en a de tas d'autres. Ce qu'il faut, c'est choisir le format d'émission qui correspond au plus au public que vous voulez cibler. Super. Ne choisissez pas le JT de 13h si vous voulez convaincre les plus jeunes et ne choisissez pas TPMP si vous voulez convaincre l'administration ou les institutionnels. Sachant que pour faire le journal de 13 heures, voilà. Tout le monde ne va pas en direct sur le JT de 13 heures. On sera là pour vous aider à faire le 13 heures si vous en avez besoin. C'est retenu. Merci beaucoup. Très bien. Il y a aussi des effets de mode de société, des mœurs au sein de des Occidentaux et autres, des pays occidentaux. On est d'accord que les mœurs ont quand même énormément évolué aussi avec les 10-15 dernières années. Il y a des sujets qui passent complètement et qui ne buzzent pas, et d'autres qui sont, entre guillemets, qui héritent très rapidement la société. Vous l'avez senti aussi. On parle bien, par exemple, l'harcèlement ou les violences faites aux femmes, c'est un des sujets, mais l'argent aussi, l'argent public en fait est un autre, la pollution. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres, et ceux qui, par exemple, ont complètement disparu et qui ne font plus autant buzzer qu'avant. Alors, globalement, je dirais que il ne faut pas sous-estimer. C'est pas parce qu'un sujet est moins traité dans les médias que vous allez pouvoir en profiter pour échapper, vous, à la crise. C'est-à-dire, très concrètement, que vous pouvez juger que les sujets environnementaux sont sous-traités et ne sont pas traités à la hauteur véritable des enjeux qui sont les nôtres, notamment quand on lit le dernier rapport du GIEC. Et pour autant, si vous êtes à la tête d'une usine locale et que vous avez une mini-fuite dans votre process de fabrication, faire la une de tous les médias locaux, nationaux et de la presse spécialisée comme étant l'incarnation d'un pollueur. Vous pouvez considérer, par exemple, que le sort du bien-être des animaux, ça n'est pas quelque chose qui est traité comme ça devrait l'être. Et pourtant, si vous mettez du côté des abattoirs, vous allez sans doute juger que les militants d'Extinction Rebellion, de L214 et les autres sont des gens qui, d'abord, ont envie de faire en sorte que vous n'existiez plus et d'abîmer et d'écorner durablement votre image. Donc, je crois aussi que la façon dont on perçoit le traitement médiatique des sujets, c'est aussi le révélateur ou l'illustration de là où on est et de là où on parle. Au fond, chacun voit le traitement médiatique aussi en fonction de qui il est et de ce qu'il est. Même s'il est vrai qu'il y a des phénomènes sociaux de mobilisation sociale qui sont exacerbateurs ou exacerbants, je ne sais pas exactement comment on dit, et qui fonctionnent comme une loupe grossissante et qui peuvent présenter un risque particulier. Ça a été le cas au moment de Balance ton port, ça a été le cas à la veille de l'élection présidentielle sur l'utilisation des deniers publics. C'est aussi beaucoup lié au calendrier ou aux préoccupations du moment des Français. C'est aussi quelque chose qu'on prend en compte d'ailleurs, puisque une crise sera nécessairement susceptible d'être plus grave en fonction du moment où elle a lieu à la veille d'une échéance ou une autre.
Et puis, c'est vrai que quand on regarde, par exemple, sur les 30-40 dernières années, si on regarde l'impact médiatique de certaines crises, évidemment qu'il y a des sujets aujourd'hui qui sont beaucoup plus puissants médiatiquement aujourd'hui qu'ils n'auraient pu l'être il y a 30 ou 40 ans. Le sujet, effectivement, des violences faites aux femmes, des agressions sexuelles sur les femmes, etc., on l'a vu avec le mouvement MeToo, qui a été un mouvement incroyable, qui est un mouvement extrêmement puissant il y a 30-40 ans, mais c'est aussi lié au fait que, bien sûr, on l'a dit, enfin Florian l'a très bien dit tout à l'heure, on va dire l'accélération des réseaux sociaux, la multiplication des réseaux sociaux, et puis le fait qu'aujourd'hui tout le monde est un média. Tout le monde véhicule une idée, tout le monde a un téléphone portable, entre guillemets, tout le monde est un micro-journaliste qui relaie une information qu'il va voir dans la rue, qu'il va entendre dans le métro. Tout ça permet, on le voit d'ailleurs, c'est assez intéressant quand on le voit notamment sur Twitter, BFM TV très souvent va interpeller des personnes sur Twitter en leur disant est-ce qu'on peut récupérer vos images pour nos JT d'information. Donc c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui n'auraient pas pu avoir l'importance qu'ils ont il y a 30 ou 40 ans. Alors, ça a son côté positif, comme ça peut avoir évidemment des côtés parfois très compliqués, pour la simple et bonne raison que le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire, et qu'aujourd'hui, vous êtes, et Florent l'a très bien dit tout à l'heure, on est d'abord coupable aux yeux de l'opinion publique avant même d'être coupable judiciairement. Ce qui fait que, on l'a vu, parmi ces mouvements, il y a toujours évidemment une part qui est évidemment très relative de personnes qui ont pu accuser à tort uniquement par vengeance ou autre, ou pour détruire des réputations. Évidemment, c'était faux, et évidemment l'opinion publique, elle va considérer que les accusations sont vraies. Mais 2-3 ans après, je lui dis la justice va prouver effectivement que c'était faux, mais derrière, votre réputation, évidemment, elle est détruite, et l'opinion publique a de vous, évidemment, une mauvaise image. Donc, cette dissonance tant médiatique, tant judiciaire, il est aujourd'hui lié à cette multiplication des réseaux sociaux et à cette multiplication aussi des sujets qui ont une importance beaucoup plus importante aujourd'hui qu'ils ne l'auraient eu il y a 30 ou 40 ans. Tu as raison, Julien, de rappeler que le temps des affaires, c'est-à-dire le temps du business d'un entrepreneur au quotidien, ça n'est pas celui de la justice et ça n'est pas non plus celui des médias. Il y a aujourd'hui une instantanéisation de la diffusion de l'information qui peut faire émerger médiatiquement un sujet qui est tout à fait anecdotique, mais qui, du point de vue de l'actualité nationale, mais qui a un enjeu majeur sur la réputation d'une entreprise et d'un dirigeant et qui peut écorner durablement le lien de confiance qui l'unit à ses publics. Ça, c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut filmer, tout est filmé, que tout le monde peut tout enregistrer tout le temps et que tout le monde peut contacter n'importe quel média pour diffuser cela. Et on arrivera d'ailleurs dans les années qui viennent à ce qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire la création de plateformes où n'importe quel citoyen peut diffuser n'importe quel contenu, cela étant repris, diffusé et légitimé par les grands médias traditionnels. Ok, super. Dernier sujet, on va parler un petit peu d'actualité. La guerre en Ukraine a énormément mis en difficulté des entreprises européennes, mais aussi françaises. C'est-à-dire que c'était qui déclarait à se retirer, on va dire, de Russie. Ça a été le grand concours. Mais il y a des entreprises qui ont décidé de ne pas le faire. Et on peut parler d'Auchan, de Total, Renault qui a dû céder, mais aussi, je crois, de Leroy Merlin. Enfin, ce sont des entreprises qui sont aujourd'hui qui doivent gérer la gestion de crise. Est-ce que vous avez, alors peut-être que certaines d'entre elles sont vos clients, donc peut-être pas en parler, mais est-ce qu'on peut avoir un peu un petit décryptage en fait de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit, et qui a eu raison et qui a eu tort dans la façon de faire? Alors d'abord, c'est l'illustration parfaite d'un épisode d'actualité qui est un risque en soi. Le risque géopolitique et le risque politique tout court, c'est un risque en soi pour n'importe quelle entreprise. Et la plupart de nos clients qui sont
lorsqu'elles sont des multinationales, eh bien, elles intègrent ce risque. Mais on a vu avec l'invasion russe de l'Ukraine que même les entreprises qui étaient implantées dans ces différents États n'avaient pas nécessairement anticipé ce risque à la gravité à laquelle il s'est réalisé. C'est-à-dire que si les entreprises avaient envisagé dans leur cartographie des risques un risque politique ou géopolitique, elles n'avaient pas envisagé le risque de devoir se retirer du jour au lendemain sur l'ensemble du territoire russe sous la pression des Ukrainiens ou des Européens comme une sanction à l'égard du comportement russe. Et ces entreprises, elles ont parfois un discours qui s'entend, c'est-à-dire qu'elles disent « mais si on se retire, alors on empêchera, on va d'abord permettre à tous nos concurrents de prendre nos places et puis on va aussi aggraver la situation économique de tous nos salariés. » Puis il y a des tas de problèmes juridiques du point de vue droit social qui se posent par ailleurs sur la gestion des licenciements ou de la situation liée à la fermeture et au fait que les marques quittent le territoire très brutalement. Mais au-delà de ça, au-delà du risque lui-même, ça dit beaucoup du fait que l'opinion publique est aujourd'hui exigeante, parfois paradoxale et paranoïaque, c'est-à-dire qu'elle a tendance à vouloir contraindre par sa mobilisation des entreprises à changer ou à être contrainte d'avoir un comportement qui n'est pas naturellement le sien, sans en comprendre parfaitement tous les enjeux et sans en maîtriser tous les challenges économiques, culturels, géopolitiques, financiers, réglementaires qui sont ceux du chef d'entreprise. Et donc, oui, certains de nos clients sont évidemment concernés par cette difficulté. Moi, ce que j'observe du point de vue de la stricte communication de crise, c'est que la plupart des entreprises ont mal concerné. Et je crois que, par exemple, ce qui est le plus grave, c'est lorsque la position que vous exprimez, elle est en fait incompatible avec ce que vous êtes. Concrètement, ça veut dire que lorsque vous êtes Total, que vous importez massivement du gaz et que donc vous fournissez à la Russie au fond, que vous êtes le bras armé financier de la Russie par le business que vous faites avec les Russes et que de l'autre côté, vous dites que vous condamnez l'invasion russe, eh bien, aux yeux de votre public ou de vos publics, vous allez apparaître comme étant une contradiction même entre ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire dans le même temps que vous condamnez l'invasion russe et de l'autre, continuer à fournir des milliards de dollars à Vladimir Poutine comme pour financer justement ou lui donner les moyens de ce conflit armé. Donc, il faut toujours que la crise, et ça a été insuffisamment le cas dans cet épisode ukraino-russe, que vous soyez alignés entre ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous dites. Et il y a eu trop de langue de bois, trop de messages corporate qui ne voulaient rien dire ou qui tentaient de ménager le chèvre. Il y a eu trop d'incohérences, trop de langue de bois de la part des entreprises dans leur communication sur ce sujet. Leurs positions ne sont jamais apparues suffisamment claires pour être efficaces et n'ont pas su convaincre la majorité des Français. C'est pour cela que des entreprises ont souffert de cet épisode, sont interpellées régulièrement et traversent des crises d'image et de réputation. Total est habitué de la crise d'image et la difficulté. Enfin, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a changé le nom. Oui, exactement. Mais en fait, quand on décrypte, en fait, le PDG a fait le tour des matinales de radio la semaine dernière, et pas uniquement plateau de télé. Il y a eu aussi des plaintes, donc c'est-à-dire qu'il y a des contre-attaques judiciaires contre des élus, et en particulier contre un des candidats à la présidentielle. C'est des choses, entre guillemets, enfin, j'imagine que les outils, les méthodes sont les bonnes, c'est le discours qui pose problème. Je ne comprends pas précisément la question. Désolé, je la repose. En fait, il a fait le tour des médias pour s'exprimer. Si je comprends bien l'analyse de ce que tu viens de dire en amont, c'est globalement les pratiques sont bonnes d'aller sur les médias s'exprimer, mais c'est que le message n'était pas clair ou ne correspondait pas à ce qui avait été dit en amont. Mais aussi, est-ce que la contre-attaque judiciaire est aussi une réponse de communication de crise ? Alors en fait, la contre-attaque judiciaire d'associations ou de Français lambda contre les entreprises ou les organisations publiques de manière générale, c'est un risque nouveau qui s'est généralisé, qui s'est aggravé au cours des dernières années
Aujourd'hui, il n'y a plus une crise dans laquelle vous ne voyez pas des Français se mettre à attaquer en justice, comme pour que, au fond, la justice soit celle qui tranche une crise médiatique. La réponse judiciaire, elle apparaît comme une réponse apaisante auprès d'une grande partie de l'opinion publique, qui est d'ailleurs souvent déçue parce que le temps de la justice, il est souvent tout à fait inadapté aux exigences de l'opinion publique qui aimerait avoir une réponse immédiate. Sauf que heureusement, le temps de la justice, parfois on peut s'en plaindre, mais globalement, le temps de la justice est un temps de sérénité qui n'est pas le temps de l'exacerbation des émotions des médias ou des réseaux sociaux. Et Total, au-delà du risque judiciaire, n'a, je crois, pas su mettre en adéquation ce qu'il disait avec ce qu'il faisait. Et c'est ça qui coûte cher, puisque aux yeux des Français, ça apparaît nécessairement comme une mise en scène, c'est-à-dire comme une orchestration d'une communication qui vise à mettre en scène de manière artificielle une position de l'entreprise pour apaiser les tensions qui s'expriment dans l'opinion publique, sans que ce soit le reflet de la réalité, de la conviction des dirigeants de l'entreprise. Aujourd'hui, les Français, ils sont extrêmement matures à l'égard des mécanismes de communication. Ils ne se font ni tromper, ni duper, ni manipuler par la communication. Au contraire, ils sont extrêmement éduqués, matures à l'égard des stratégies de communication et marketing qui sont déployées. Et donc, ils savent décrypter ce qui n'est pas dit dans ce qui est dit par les entreprises. Et c'est ça que les entreprises, aujourd'hui encore dans les crises, sous-estiment. Et c'est pour ça qu'on a encore des bad buzz qui durent, qui écornent des réputations de manière très forte. C'est parce que les entreprises n'ont pas vu que les Français étaient très efficaces dans les décryptages qu'ils faisaient, y compris parfois de manière très inconsciente, des mécanismes de communication qui se déployaient. Super. N'hésitez pas à vous qui nous écoutez en live à intervenir et à poser vos questions. On arrive à la fin de ce podcast, donc si vous avez des choses à nous partager ou des questions à poser à nos invités, et c'est maintenant. Dernier buzz du moment qui touche aussi l'entreprise, mais aussi le gouvernement, c'est McKinsey. Je pouvais pas, entre guillemets, passer à côté. C'est en plus un sujet qui est arrivé assez tôt par le biais du Sénat ou en tout cas de l'Assemblée, du Parlement, où il y a des questions difficiles qui ont été posées et on voit entre guillemets des dirigeants d'entreprise avec une difficulté de répondre. Donc en fait, on se rend compte qu'aussi la gestion de crise de la communication, elle passe aussi devant les parlementaires. Oui, d'ailleurs, il y a eu ces dernières années une multiplication de convocations devant des commissions d'enquête au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et ces moments sont des grands moments de mise en scène médiatique et numérique et d'opportunisme politique. Et donc, ils sont en soi une opportunité pour l'entreprise de s'expliquer, de rappeler ses valeurs, son identité de marque, qui elle est, ce qu'elle fait de bien. Mais c'est aussi un risque majeur au fond pour l'entreprise et la réputation de ses dirigeants, puisque c'est toujours un moment où chacun tente de sauter sur l'opportunité médiatique et politique qui lui est présentée à travers la commission d'enquête pour avoir son petit moment de gloire et donc écorner durablement l'image de l'entreprise et de ses dirigeants. C'est autant un risque qu'une opportunité, mais c'est effectivement quelque chose qui est à gérer. On l'a vu pour Orpea ou pour Korian, au moment de la crise des EHPAD, ces acteurs ont à la fois eu affaire à la multiplication des contentieux judiciaires, administratifs, mais aussi à ces convocations qui nécessite une très grande préparation, puisque vous savez que par ailleurs, un nouveau risque judiciaire naît de cette convocation à la commission d'enquête si vous ne dites pas pleinement la vérité alors que vous êtes filmé et retransmis au grand public. C'est aussi la pression de l'opinion publique qui impose aux médias comme aux parlementaires de se saisir d'un sujet. On voit mal aujourd'hui les parlementaires, notamment, on prend le sujet par exemple d'Orpea, des EHPAD. Aujourd'hui, l'opinion publique aurait vu d'un œil très mauvais le fait que les parlementaires ne se saisissent pas de ce sujet et que en fait l'État s'en lave un peu les mains en disant ça reste une crise évidemment interne à Orpea, une crise médiatique d'opinion publique. L'État aujourd'hui est parfois contraint de prendre la parole, contraint par les parlementaires de mettre la main entre guillemets dans cette crise.
et d'essayer de comprendre les mécanismes qui ont permis toutes ces erreurs. On l'a vu, on a parlé de la crise Lactalis tout à l'heure, le silence de Lactalis, qui a été évidemment l'un des sujets qui a fait exploser cette crise. Le silence et le secret de l'entreprise aussi a obligé l'État à prendre des mesures, à obliger les parlementaires à convoquer le président de Lactalis, Emmanuel Beignet. Aujourd'hui, l'opinion publique ne peut pas considérer qu'une crise s'arrête uniquement d'un point de vue médiatique et de politique interne à l'entreprise. Et donc, les parlementaires et l'État sont parfois contraints, mais parfois c'est une bonne occasion pour l'État de taper du poing sur la table et de se saisir d'une crise pour pouvoir imposer également ses visions à une entreprise. Super. Donc je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, on a approché du doigt la gestion de crise pendant cette heure. On pourrait en parler des journées entières, mais malheureusement, on est tous occupés juste après. En tout cas, merci à vous deux, donc Julien Auffret et Florian Zielinski, d'avoir participé à ce Meeting Club. Merci à tous les participants qui ont participé au live et qui ont commenté ou posé leurs questions. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez retrouvé bien sûr ce podcast sur l'ensemble des plateformes donc de diffusion podcast habituelles, celles que vous préférez. Et j'espère vous retrouver tous aussi nombreux au prochain épisode. Merci Florian, merci Julien. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. À vous aussi, merci. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.